le travail que vous faites, Louise. Le coup de tocsin. Très heureuse de retrouver François Coq, bonjour. Ah bon, attendez François Coq, on va récupérer votre son. En attendant, je vous présente, analyste politique, enseignant en zone d'éducation prioritaire, auteur notamment de Alerte à la souveraineté européenne, l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes, et ensuite La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. François Coq, bonjour. Oui, bonjour Clémence, bonjour à tous. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Bah écoutez, je viens d'entendre Frédéric Egouy qui disait que les oppositions allaient devoir prendre leurs responsabilités. Et finalement, je vais vous parler de quelque chose qui va rejoindre cette même analyse. Et pour partir de ça, moi aussi, je vais partir du concret, du réel. Et ce réel, c'est une déclaration qui a eu lieu la semaine dernière, que vous avez à coup sûr vu passer, et qui nous a tous interpellés, je crois. C'était la déclaration d'une députée LR, d'une députée Les Républicains de l'Aube, qui s'appelle Madame Bazin-Malgras. Valérie Bazin-Malgras. Et cette dame a eu des propos très surprenants, en tout cas très surprenants pour ceux qui se revendiquent de la démocratie et du camp de la République, puisqu'elle remettait en cause jusqu'à l'ensemble de l'exercice parlementaire. Alors ce que je vais vous proposer, si vous voulez bien, c'est une petite analyse de texte, et puis essayer de comprendre les raisons politiques qui président à une telle déclaration de guerre, parce qu'on évoquait la guerre en Ukraine il y a un instant, mais ça c'est une déclaration de guerre à la vie politique et à la vie démocratique de notre pays. Alors je vais commencer par vous lire ce que dit très exactement Madame Valérie Bazin-Malgras dans Le Figaro. C'était jeudi dernier, de manière à ce que chacun puisse partir des faits. Oui. Cette députée disait ceci. Le président, donc, elle parlait de ce qui se passerait s'il y avait le vote d'une motion de censure, et donc elle essaie de se prémunir contre la motion de censure pour pouvoir l'éviter. Elle disait que dans le cas d'une motion de censure, et je la cite, « Le président ne doit pas en faire une affaire d'État. Il a tout intérêt à faire fi de la décision des députés. Il ne doit faire qu'une formalité de cette motion de censure en renommant immédiatement Michel Barnier en Premier ministre, qui pourrait ainsi, à son tour, renommer tout de suite le même gouvernement. Vous avez censuré? Mais merci, au revoir. On tourne la page et on continue. » Voilà ce que disait cette députée. Alors allons-y, je me livre à l'analyse de texte, si vous permettez, ça va me rappeler mes vieilles années lycéennes. Alors, si on reprend ce qu'elle nous dit dans l'ordre, d'abord elle nous dit que ce n'est pas une affaire d'État. Donc entendez bien que c'est dans ce cas-là l'organisation de la vie et de la décision publique qui est remise en question. Elle met l'État d'une certaine manière hors de portée du politique et de la représentation parlementaire. Mais elle continue en nous disant qu'il faut faire fi de la décision des députés. Autrement dit, ça c'est clairement une négation du régime parlementaire. Ce n'est plus juste un régime présidentiel tel qu'on veut nous le vendre depuis un certain temps, mais ça serait un régime despotique dans lequel il n'y aurait plus de contre-pouvoir, il n'y aurait plus d'équilibre entre l'exécutif et le législatif, mais une mise sous tutelle totale du législatif par l'exécutif. Et comme si elle n'avait pas bien compris, cette dame nous dit qu'il faudrait faire une formalité de cette motion de censure. Autrement dit, ça, c'est au cadre constitutionnel lui-même qu'elle s'attaque, puisque ce qui est l'un des outils de la représentation parlementaire, ce qui est même l'outil principal de celle-ci, c'est-à-dire celui qui lui permet de contrôler à un moment ou à un autre le gouvernement, tomberait, puisque la motion de censure ne deviendrait plus qu'une formalité, finalement, un outil, un pistolet à bouchon qui ne servirait plus à rien. Je passe sur ce merci, au revoir, on tourne la page et on continue, qui traduit le mépris et l'arrogance de tous ceux qui sont finalement les plus faibles. Mais finalement, ça donne aussi à voir ce qu'est la post-politique et une forme d'entre-soi des privatiseurs de la décision publique dans leur intérêt oligarchique. Écoutez, quand j'entends une députée tenir de tels propos, je me dis que tous ces gens-là, très honnêtement, sont mûrs pour la dictature. Celle-ci pourrait venir, elle tomberait dans leurs mains comme un fruit mûr. Mais au-delà de l'analyse de texte, il faut comprendre pourquoi cette députée fait une telle sortie aussi violente, aussi brutale. Et c'est parce que finalement, la motion de censure est la grande inquiétude, c'est la grande peur dans le camp de tous ces gens-là qui s'appellent le socle commun. Parce que cache la motion de censure si elle était votée? Elle cache, et je vous le dis, elle cache la démission immédiate qui serait la seule issue derrière pour Emmanuel Macron. Je sais que cette question fait débat et discussion, et c'est pour ça que je me permets
de l'aborder avec vous, mais je vous propose qu'on la regarde. Si motion de censure il y a, quelle arme institutionnelle, quelle arme politique reste-t-il au président de la République? Aucune. La situation politique n'a pas évolué, ou alors elle a empiré par rapport à celle qu'elle était cet été, et qui ne lui a pas permis de nommer un gouvernement, sinon même après les Jeux Olympiques, après des atermoiements d'1 mois et demi. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'équilibre, il y a les mêmes déséquilibres, le même blocage institutionnel que dans la structure de la démocratie minoritaire. Que se passe-t-il dans tous les autres pays européens où on arrive dans ce cas? On retourne aux urnes. Sauf qu'en France, on sait qu'on ne peut pas retourner aux urnes par la dissolution. Donc d'un point de vue raisonnable, de la raison politique, il n'y a pas d'autre issue pour le président de la République que la démission. On peut penser aussi qu'il en ferait un choix pour essayer d'une certaine manière de redorer son image et de ne pas continuer dans une forme de linéarité qui aboutirait à ce qui pour lui serait la catastrophe, à savoir l'avènement du Rassemblement national en 2027, si on continue dans une forme de linéarité telle que celle-ci. Mais la situation, s'ils en ont aussi peur, a aussi évolué. Quand j'ai dit elle s'est empirée pour eux. Elle s'est empirée parce que depuis, il y a eu une conscientisation dans l'opinion, il y a eu une conscientisation chez les citoyens que cette situation de blocage démocratique, cette situation de blocage au Parlement n'était pas bonne. Il faut entendre qu'il y a quelques mois, avec le récit des médias dominants qui avait été fait, beaucoup de gens se disaient « Ah, mais c'est formidable que ce soit bloqué, c'est formidable qu'il n'y ait pas de majorité, ces gens vont discuter des textes entre eux et aboutir à des consensus. » Et finalement, eh bien, cette opinion est en train de non seulement de s'effriter, mais de s'effondrer. Il y avait encore, il y a quelque temps, il y avait, cette semaine, plus de la moitié des Français qui étaient désormais favorables au vote d'une motion de censure. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. Et il y a notamment, et c'est là qu'il faut regarder dans le détail, certains électorats plus particulièrement qui deviennent intéressés par le vote de cette motion de censure. Vous savez que dans l'électorat du Rassemblement national, ils n'y étaient pas très favorables il y a quelques mois. Ils avaient entendu ce qu'on leur disait. Il n'y en avait que 30% des votants du Rassemblement national qui se disaient qu'il fallait voter la censure parce qu'ils pensaient que ça valait le coup de s'institutionnaliser, de paraître bien par rapport au système. Là, il y a eu plus 31% d'un coup chez les votants et sympathisants du Rassemblement national. Et donc, ils sont maintenant plus de 60% à être favorables au vote d'une motion de censure. Donc ça, il y a 2 enquêtes qui ont confirmé ça cette semaine, une enquête ELAB, une enquête IFOP. Il y a un mouvement puissant d'une montée du désir chez les Français qui devient désormais majoritaire du vote d'une motion de censure. Et puis, il faut voir qu'il y a un troisième aspect qui fait que le dit socle commun craint le vote d'une motion de censure. C'est que justement, ce faux socle commun qui est aujourd'hui au gouvernement se voit opposer un vrai socle commun qui est en train de se construire dans l'opinion. Et le mécontentement, et là encore je m'appuie sur l'étude ELAB qui est sortie hier, est le plus fort chez, et je vous le donne en 1000, chez les ouvriers, chez les fonctionnaires à 73%, chez les chômeurs à 79%. Donc on voit se constituer un socle commun, une agrégation commune qui se rejoint sur la scène politique puisque 80% des militants LFI et 73% de ceux du RN sont favorables et manifestent leur mécontentement. Et enfin, dernier point, qui est le point de la grande peur chez ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est qu'il y a une multiplication des terrains, des affrontements. Oui. Vous les avez vus passer, les agriculteurs, la SNCF, la fonction publique le 5 décembre, mais aussi toutes ces boîtes qui sont aujourd'hui en train de fermer, avec des suppressions d'emplois par milliers, par dizaines de milliers, et même avec les chiffres de 150 000, voire 250 000 suppressions d'emplois qui sont aujourd'hui évoquées. On voit là qu'il y a une multiplication des foyers, et dans l'état d'instabilité dans lequel il est, le gouvernement ne peut pas aller courir éteindre tous les incendies. Il ne peut pas le faire, il n'est pas en capacité de le faire. Donc tout ça nous donne finalement beaucoup de perspectives. Je vous invite à ne pas tomber dans la psychologisation de la vie politique, à commencer à se dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Monsieur Macron? Monsieur Macron ne démissionnera jamais parce que ce n'est pas son caractère, il préférera être broyé menu que de démissionner. Non, 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 partons d'éléments raisonnables. Les conditions politiques sont plus réunies que jamais pour qu'on aboutisse à cette situation et c'est pour ça qu'il y a une telle peur de la motion de censure. Alors après, et c'est en ça que je rejoins ce qui a été dit précédemment, les oppositions doivent prendre leurs responsabilités. Le Rassemblement national a les moyens de jouer cette motion de censure. Il ne l'a pas fait aujourd'hui, il a fait un choix de respectabilité, croyait-il, à l'Assemblée nationale. On voit qu'il est désormais en partie en rupture avec son électorat, il doit avancer sur ce chemin. Le Parti socialiste ne doit pas être la béquille de M. Macron. M. Faure, hier, a
hier déclaré qu'il fallait que poser la question à l'ensemble des partis, à part le RN, dit-il, il fallait poser la question des conditions de la non-censure. Ce faisant, il essaie de trouver une porte de sortie et une bouée de sauvetage pour M. Macron. Le PS n'a pas à être à la béquille de M. Macron. Et nous autres citoyens, quand je disais qu'il y avait une multiplication des foyers, eh bien, il faut que nous participions de cet embrasement de la plaine. Il y a une multiplication des foyers, il faut que nous les fassions vivre parce que le gouvernement n'est pas en capacité de les affronter. Voilà finalement le tableau de marche. Il y a des choses à faire, il y a une opportunité, il y a une fenêtre politique. Je termine chaque semaine en vous disant Quusque tandem abutere patientia nostra, jusqu'à quand abuseront-ils de notre patience? Eh bien, plus que jamais, nous pouvons en décider et nous pouvons faire en sorte que la fin commence à se dessiner. C'est très clair. Merci beaucoup, François Coq. Juste quand vous dites que les citoyens aussi doivent participer à l'embrasement, vous parlez de quoi? Je dis que les foyers de lutte, qui sont ceux qu'on voit apparaître, j'en ai nommé quelques-uns, je ne crois pas, moi, à la convergence des luttes. Je crois, par contre, que la multiplication des luttes, aujourd'hui, dans la séquence, fait sens. Que le gouvernement ne pourra pas aller écoper à un endroit et à un autre. Il n'en a ni les capacités budgétaires, ni la légitimité politique, et je dirais même, il n'en a même pas le petit personnel politique quand on voit le gouvernement et les personnes qui sont en son sein. Merci François Coq et votre livre La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet.